Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 27 novembre à la une de l'actualité. Le président de la République reçoit les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs résidents. Il s'agit de la République de Finlande, la République du Congo, la République unie de Tanzanie et la République islamique de Mauritanie. Le président de la République met fin aux fonctions du Wali de Relizane et le chef de Daïra de Zemmoura suite au laxisme dans l'exécution des programmes de développement et décide de suspendre 3 responsables de l'éducation de la même wilaya. Présentation à l'Assemblée populaire nationale du projet de loi de finances 2024, la plus importante loi du budget depuis l'indépendance. Nous tenterons de décortiquer le texte avec notre consultant en économie, l'universitaire Mohamed Achir. Au plan dans ce journal sur l'un des plus importants gisements de barytes du pays, à Tissemsilt. Nous irons également à Msila pour une nouvelle opération d'exportation de pipe vers la Libye. Reportage tout à l'heure. Et un ras à la trêve humanitaire a été prolongé de 48 heures et un échange d'otages entre la résistance et l'entité sioniste est très attendu. Nous ferons un point de situation à la fin ou pendant ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Majid Tebboune, a reçu ce lundi les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs résidents. Le président de la République a reçu les lettres de créance de Pekka Ivonen en sa qualité d'ambassadeur de la République de Finlande. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre des lettres de créance auprès de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur le ministre. L'ambassadeur de Finlande à Alger a mis en exergue la qualité des relations entre les deux pays, affirmant la volonté de les renforcer et promouvoir la coopération économique. Je vous invite à l'écouter. Je viens de discuter avec son Excellence, Monsieur le Président, et nous avons des relations bilatérales très chaleureuses. La Finlande était un des premiers pays qui a reconnu l'Algérie le 5 juillet 1962 déjà. Nous avons des relations politiques très très bonnes et aussi, comme nous avons discuté, il faut maintenant avancer des relations commerciales, économiques entre nos deux pays. Il y a beaucoup de projets communs qu'on peut imaginer et aussi dans l'avenir, travailler dans l'économie circulaire, dans les énergies renouvelables. Et aussi politiquement, nous partageons le souci de paix dans le monde. Et c'est pourquoi cette médiation de la paix, c'est très proche de la cœur des Algériens et des Finlandais. Le président de la République a reçu les lettres de créance de Ignace Ngakala en sa qualité d'ambassadeur de la République du Congo. Ignace Ngakala, Safir Jumhuriyat Congo. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance. Monsieur le Président, je voudrais vous présenter Madame Yvette Pau, conseillère d'ambassade. Lors d'une déclaration à l'issue de la cérémonie, l'ambassadeur du Congo à Alger a insisté sur la coopération afin de profiter de l'expérience algérienne, notamment dans le domaine pétrolier et gazier. On l'écoute. Je viens de présenter les lettres de créance à Monsieur le Président de la République et pour lui transmettre tout d'abord les salutations fraternelles
de son frère, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, et puis de renouveler tous les liens historiques d'amitié et de fraternité que les deux pays partagent ensemble. Avec le président de la République, tout à l'heure, nous avons passé en revue notre coopération bilatérale. Vous savez que le Congo et l'Algérie partagent depuis très longtemps, depuis la sortie de l'indépendance de l'Algérie. Et en 1967, nous avions déjà notre ambassade ici en Algérie, donc très tôt. Et l'Algérie nous a déjà assisté maintes occasions dans notre industrie pétrolière. Et c'est sans complexe que je peux vous dire que le premier audit sur l'industrie pétrolière du Congo a été fait par l'Algérie. L'Algérie a déjà un modèle dans l'industrie pétrolière, de l'amont à l'aval. Et le Congo, d'ici la fin de l'année, va être un pays producteur de gaz. Et nous voulons profiter de l'expérience algérienne dans ce domaine-là. Comme dans d'autres domaines, vous savez que notre président a été formé dans ce pays en 1963, le président Denis Sassou Nguesso. Et beaucoup de cadres ont été formés ici à Cherchell, qui sont devenus de hauts cadres dans notre armée et de hauts cadres dans notre administration. Et je pense que nous avons à gagner en restant ensemble et profiter aussi de l'expérience de l'Algérie dans l'éradication du terrorisme. Parce que l'Algérie aujourd'hui est le seul pays à avoir réussi à éradiquer le terrorisme. Et nous avons le terrorisme au niveau du Sahel, au niveau du lac Tchad, et qui a déjà gangréné toute l'Afrique. Et donc, sur ces questions-là, nous avons partagé avec le président, et le président et son frère Denis Sassou Nguesso, qui ont des rencontres au plus haut niveau, ont des points de vue convergents sur ces questions. Et les instructions fermes que j'ai reçues du président de la République, c'est de booster cette coopération. Et nous la boosterons et nous gagnerons ensemble et l'Afrique gagnera. Je vous remercie. Le président de la République a reçu les lettres de créance de Imani Salum Njalikaye en sa qualité d'ambassadeur de la République de Tanzanie unie. سعادة السفير إيماني صالون نجاريكاي سفير جمهورية تنزانيا المتحدة. Mr. President, I have the honor to present to you letters of credence L'ambassadeur de la République unie de Tanzanie à Alger a exprimé son engagement à fournir tous les efforts afin de concrétiser le mémorandum d'entente signé entre les deux pays en août dernier, ainsi que l'accord concernant le secteur des hydrocarbures. Je vous propose de l'écouter. First of all, I would like to express my Je voudrais en premier lieu remercier le ministre des Affaires étrangères pour avoir facilité mon installation ici. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président Abdelmadjid Tebboune. Nous avons eu des discussions très fructueuses. Je serai le 3e ambassadeur de Tanzanie ici en Algérie. Durant mon mandat, je serai mené à développer tout ce que mes prédécesseurs ont accompli. Ma mission consiste à m'assurer de l'accélération de la concrétisation des 2 accords et des 6 mémorandums d'entente que nous avons signés en août dernier, lors de la 5e session de la commission mixte de coopération algéro-tanzanienne. Je reste donc à votre service pour développer la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Tanzanie et raffermir les liens entre nos 2 peuples. especially by increasing the people-to-people contacts. Thank you very much. Le président de la République a également reçu les lettres de créance de Sidi Mohamed Abdallah en sa qualité d'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie. سعادة السفير سيدي محمد عبد الله سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية. سيدي الرئيس، أتشرف بتسليمكم أوراق الاعتماد
L'ambassadeur de Mauritanie à Alger s'est enorgueilli du niveau des relations algéro-mauritaniennes, insistant sur l'importance d'œuvrer à consolider la coopération, notamment sur le plan économique. لقد تشرفت قبل قليل بلقاء فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la présentation de mes lettres de créance en tant qu'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie. J'ai transmis à l'occasion les salutations du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et ses vœux de santé au président Tebboune, ainsi que ses vœux de prospérité à l'Algérie. En tant que Mauritaniens, nous sommes fiers des relations fraternelles dans nos deux pays et nos deux peuples, et aspirant à ce que ces relations se renforcent davantage et s'élargissent pour englober tous les domaines, notamment en termes de coopération économique et l'augmentation du volume des échanges commerciaux à la hauteur de l'excellence des relations politiques entre les dirigeants des deux pays. Ceci transparaît clairement à travers les grands projets de développement en cours de réalisation dans les deux pays. L'on citera la route stratégique reliant Tindouf à Zouiret et le poste frontalier qui sera ouvert très prochainement. Ces deux projets permettront de fluidifier la circulation des marchandises et des personnes et de créer un partenariat économique solide entre les opérateurs économiques des deux pays. Il permettra également, et pour la première fois, aux opérateurs économiques algériens d'accéder au marché africain par le biais de la Mauritanie. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République par intérim Boualem Boualem et le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. Et ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale de la présidence de la République suite au laxisme dans l'application des instructions du président de la République et la confirmation de rapports biaisés cachant la réalité du terrain concernant l'exécution des projets de développement dans la wilaya de Relizane. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, sur instruction du président de la République, a décidé de mettre fin aux fonctions du wali de Relizane, Abdeslam Lekhal Ayad, et du chef de Daïra de Zemmoura, Relizane, Abdelaziz Messir. Le ministre de l'Éducation nationale également, sur instruction le président de la République, a décidé la suspension de 3 responsables du secteur de l'éducation dans cette même wilaya. Pour rappel, les enquêtes sont toujours en cours afin d'évaluer le taux d'exécution des programmes de développement mis en place par les autorités, ou plutôt l'exécution par les autorités locales. Le président de la Cour constitutionnelle Omar Belhadj a reçu ce lundi la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Imani Daoud Aboud, et la délégation l'accompagnant pour une visite de courtoisie. Lors de cette rencontre tenue en présence des membres et des cadres de la Cour, Belhadj a évoqué l'ensemble des réformes constitutionnelles, législatives et institutionnelles initiées par le président de la République. À leur tête, l'amendement constitutionnel qui jette les fondements de l'état de droit. De son côté, la présidente de la CAF-DHP a affirmé que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est une institution continentale créée par les États africains pour garantir la protection des droits de l'homme et des peuples. La présidente a visité également les différents espaces de la Cour constitutionnelle. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la mission onusienne d'appui en Libye, Abdoulaye Batili. La rencontre a été une occasion de coordonner et d'échanger autour des derniers développements en Libye. Attaf a exprimé le soutien de l'Algérie aux efforts de l'envoyé onusien et c'est pour mettre fin à la crise en Libye et permettre au pays de gagner sa place et son rôle au niveau régional et international. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que l'Algérie restera fidèle à sa politique et sa position vis-à-vis de la crise qui menace la sécurité, la stabilité et l'unité de la Libye, pays voisin et frère. L'Algérie poursuivra son soutien et son engagement total dans les efforts consentis par les Nations Unies et l'Union africaine. De son côté, l'envoyé onusien a affirmé la nécessité de tenir des élections en Libye pour éviter au pays les conséquences des divisions, expliquant que la résolution de la crise libyenne impliquera la réalisation de la concrétisation également de la paix, la stabilité dans toute la région. Je vous propose d'écouter ces déclarations. L'Algérie a de tout temps été aux côtés de la Libye, ce pays frère par la parole et par l'action.
Notre pays restera fidèle à ses politiques et ses positions et continue de participer aux efforts consentis dans cet objectif, que ce soit par l'Organisation des Nations Unies ou par l'Union africaine, et nous saluons les efforts entrepris sous l'égide des deux organisations. Les processus onusiens et africains s'accordent et se complètent dans le seul objectif de mettre fin à la crise en Libye, à tourner la page de la division, à consacrer l'unité entre les frères libyens et à préserver l'intégrité territoriale de la Libye. Je suis venu en Algérie pour m'inspirer de vos avis, conseils et suggestions quant à la manière de poursuivre nos efforts, les efforts des Nations Unies en vue de contribuer à la solution de la crise de la Libye. Cette crise a trop duré. Depuis plus de 10 ans maintenant, la Libye est dans la tourmente. Une tourmente qui se traduit par l'instabilité des institutions, la fragmentation politique. Nous avons à l'heure actuelle 2 gouvernements qui se disputent la légitimité. La Libye, jusqu'ici, ne dispose pas d'un appareil sécuritaire et militaire national susceptible de préserver son intégrité territoriale. Dans l'actualité, à la présentation ce lundi du projet de loi de finances 2024 devant les députés, le ministre des Finances, Aziz Faïd, a exposé les principaux chiffres du PLF qui prévoit des dépenses de plus de 15 275 milliards de dinars, dont 18% destinés à l'investissement public. Le texte prévoit une croissance économique de 4,2% et a été élaboré sur la base d'un prix référentiel du prix du baril de $60 durant 2024, 2026 et $70 pour le prix estimatif du brut. C'était ce matin lors d'une plénière présidée par Brahim Bourali en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. Faïd a expliqué que l'élaboration du PLF 2024 intervenait dans le contexte international de pression inflationniste tout en préservant le cachet social, le caractère social de l'État. Et pour approfondir ce sujet avec nous ce soir, Mohamed Achir, universitaire et notre consultant en économie. Bonsoir, monsieur Achir. Bonsoir. Un record de loi dans la loi du budget constaté pour la 2e année consécutive. Le plus important projet de loi de finances depuis l'indépendance. Qu'est-ce que cela implique, monsieur Achir ? Cela implique la prise en charge des dépenses d'abord de fonctionnement et surtout des dépenses liées au volet social, mais aussi des dépenses d'investissement. Il faut rappeler que ce texte de loi d'abord, il intervient dans le cadre de la loi organique 1815 qui se fixe des objectifs. Donc les objectifs importants qui se sont fixés par cette loi de finances, d'abord c'est de maintenir un peu le développement économique et social, mais aussi de préserver le pouvoir d'achat des Algériennes et des Algériens et relancer aussi des investissements structurants pour renforcer les infrastructures de base de notre pays. Et tout ça aussi dans le cadre toujours de la préservation des équilibres budgétaires. Il faut rappeler que c'est vrai que l'année dernière, il y a eu des dépenses très importantes et cette année, c'est 15 275 milliards de dinars de dépenses, mais cela intervient aussi dans un cadre quand même de stabilisation budgétaire et du retour aux équilibres macro-financiers du pays. Et cela, on le relève même dans les derniers rapports des institutions financières internationales qui ont souligné que l'Algérie maintenant a dépassé la période de la Covid-19 et elle a su aussi répondre aux 2 chocs précédents, la crise russo-ukrainienne. Donc il y a une certaine résilience économique de notre pays et cela, on le voit dans cette politique de dépenses qui est orientée à la fois vers la protection du pouvoir d'achat, mais aussi vers la relance de l'investissement productif. Justement, en ce qui concerne la protection du pouvoir d'achat, quelles mesures ont été prises cette année Justement, si on prend un peu le volet social, donc sur les 15 275 milliards de dinars, donc d'abord, rien que pour les salaires,
on a 5 155 milliards de dinars de budget consacré aux dépenses du personnel. Donc, pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu prise en charge d'une deuxième partie des augmentations de salaire qui sera appliquée à partir de janvier 2024. Donc, c'est la deuxième partie de l'augmentation. Et donc, ce qui a impliqué quand même une hausse du budget consacré au salaire. Nous avons également 2809 milliards de dinars qui sont consacrés à l'investissement public et les transferts sociaux qui ont connu également une augmentation d'environ 17% qui vont atteindre les 4276 milliards de dinars. Et dans ça aussi, il faut noter qu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises par le président de la République qui concernent directement l'aspect social. Et là, donc, cette loi de finances a prévu donc ces dotations budgétaires pour prendre en charge ces différentes mesures. Donc, il y a eu d'abord, il faut rappeler l'augmentation d'abord des salaires de la fonction publique, le dégel aussi de la progression de carrière dans la fonction publique, donc les concours internes des différents secteurs de la fonction publique. Et ces augmentations vont toucher environ 2,8 millions de fonctionnaires. Il y a également des mesures sociales qui ont été déjà décidées, c'est l'augmentation de la prime forfaitaire sociale qui passe de 3 000 dinars à 7 000 dinars, et celle aussi des personnes à besoins spécifiques qui passe de 10 000 dinars à 12 000 dinars, ainsi que la prime de chômage qui va toucher aussi une population très importante qui dépasse d'environ 2,35 millions bénéficiaires. Donc tout ça est prévu dans ce texte de loi, sans oublier bien entendu, il y a eu du recrutement très important aussi dans le secteur de l'éducation, l'enseignement supérieur et dans le cadre du DAIP. Et dans le secteur aussi des collectivités locales pour prendre en charge aussi le service public. Donc voilà un peu. Nous avons donc une loi de finances qui cadre toujours avec la politique sociale de l'État, donc le soutien. Il y a également une importante partie qui est consacrée au soutien à l'investissement. Justement, dans cette partie-là, d'abord on relève 2809 milliards de dinars d'investissement public, dont plus de 489 milliards de dinars de projets d'investissement neufs, ainsi qu'un budget assez important aussi pour la réévaluation des projets qui sont déjà en cours. Il faut rappeler aussi de même dans le projet de loi de finances, enfin dans la loi de finances rectificative de 2023, il y a eu des gels de plus de 700 projets structurants. Maintenant, par rapport à l'investissement productif, donc cette loi de finances aussi a fait un effort de dépenses fiscales, étant donné qu'il y a eu d'abord suppression carrément de la taxe sur l'activité professionnelle décidée par le président de la République. Il y a eu également des allégements fiscaux et des taxes douanières, même sur l'importation d'un certain nombre, surtout des produits de première nécessité. C'est toujours pour soutenir le pouvoir d'achat. Mais aussi, il y a des décisions d'autorisation d'importation, même par exemple pour les pêcheurs des bateaux de moins 5 ans, des moteurs de moins 5 ans. Il y a aussi des fiscalisations encore pour 5 années prochaines, pour les 5 années prochaines pour les titres financiers qui sont échangés en bourse. Donc les revenus sont exonérés de l'IBS et de différentes taxes. C'est pour encourager davantage donc une certaine dynamique au niveau du marché financier. Donc il y a plein de mesures qui continuent encore, parce qu'il y a déjà des mesures qui ont été décidées lors de loi de finances 2023 par rapport aux start-up, par rapport à l'investissement, pour encourager donc la dynamique entrepreneuriale en Algérie. Donc toutes ces mesures sont toujours maintenues dans la loi de finances 2024. Donc il y a un effort de l'État par rapport au fisc, c'est-à-dire il y a une dépense fiscale pour qu'est-ce qu'il en est de la fiscalité justement? Maintenant, l'investissement, en fait, la fiscalité, oui, c'est très important, parce qu'on parle de dépenses, donc il faut bien parler des recettes. Donc pour les recettes, donc, on constate dans ce projet de loi de finances donc, des recettes quand même qui s'élèvent prévisionnelles, bien entendu, à 9 105 milliards de dinars, dont on va relever une fiscalité pétrolière basée sur un prix de référence du pétrole de $60 à 3 512 milliards de dinars. Par contre, on va enregistrer une augmentation de la fiscalité ou bien des recettes ordinaires qui passeront à 5 500
93 milliards de dinars. Donc il y a relativement une amélioration du recouvrement des recettes ordinaires. Donc la fiscalité ordinaire elle va dépasser les 4 000 milliards de dinars à titre prévisionnel. Donc cela va être... Cela malgré quand même un effort déjà, je l'ai dit tout à l'heure, un effort fiscal de la part de l'État. Il y a eu des baisses de l'ERG déjà, il y a eu baisse de suppression de la TAP, il y a eu aussi baisse de la TVA pour certaines activités, donc, et baisse des taxes douanières aussi pour l'importation de certains produits de première nécessité comme l'huile, le sucre. Donc ces mesures vont tenir jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc on voit qu'il y a une amélioration relative, mais bien entendu, je pense que l'État fait un effort et espérons que ces activités aussi, parce qu'on prévoit quand même un taux de croissance de 4,2%, et ce taux de croissance qui va être tiré principalement par les hydrocarbures, l'agriculture et l'industrie, c'est prévisible que l'industrie va connaître un taux de croissance de 7,5%. Ça, c'est très important. Donc, c'est un peu plus que l'agriculture. Merci. Donc, tout ça, ce qui va, espérons, va générer encore de la fiscalité. Affaire à suivre. Merci Mohamed Hachi. Je rappelle que vous êtes universitaire et notre consultant en économie. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Économie toujours, il a été question du secteur des mines hier en Conseil des ministres. Le projet de loi régissant l'activité sera enrichi sur instruction du chef de l'État. Un secteur qui connaît une grande dynamique avec ses 25 000 tonnes de barytes par an. La mine de Bouqaïd à Tissem Silt en est un exemple. Mourad Abrous et Malika Ablel pour les détails. Située dans la wilaya de Tissem Silt, la mine de Bouqaïd est aujourd'hui l'un des gisements de production de barytes les plus importants. Une matière destinée essentiellement aux chantiers pétroliers comme alourdissant de la boue de forage. Cette unité appelée Unité du Nord est située à 1150 mètres d'altitude. Nous procédons à partir de ce lieu à l'opération de prospection et de forage. La baryte est une matière utilisée dans divers domaines, dont l'industrie pétrolière, l'industrie du plastique, du papier, du textile, dans la production de verre, de céramique et en radiologie. J'ai bénéficié d'une formation professionnelle et cela avant d'intégrer cette entreprise. Nous sommes là pour former des stagiaires et le nouveau personnel. L'unité de Bouqaïd, qui couvre la totalité des besoins du marché national, aspire aujourd'hui à exporter sa production vers d'autres pays. Dans l'unité de Bouqaïd, toute la main-d'œuvre est algérienne. Les équipes travaillent 24 heures sur 24 pour augmenter la production. La capacité de production de l'unité est d'environ 25 000 tonnes par an. L'unité Bouqaïd dispose de 3 autorisations minières. Les travaux d'extension de la mine de l'Khdar portent les réserves de barytes à 1 600 000 tonnes et cela grâce aux efforts et à la priorité accordée à ce secteur par les pouvoirs publics. L'entreprise emploie actuellement 209 agents, dont des cadres, des experts et des mineurs. Aujourd'hui, la mine de Bouqaïd, avec toutes ses unités de production, se positionne comme une source sûre pour apporter de la richesse et de l'emploi dans la région. Direction aussi là pour cette opération d'exportation vers la Libye, une entreprise de fabrication de pipes et de canalisation renforcée de fibres de verre s'apprête à envoyer un lot à l'étranger des produits conformes aux normes internationales commercialisés pour différents domaines, nous dit Saïda Mayouf dans ce reportage. Pionnière dans sa catégorie, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de pipes implantée à Msila produit des canalisations en polyester renforcées de fibres de verre offrant une solution étanche et durable pour les besoins du secteur de l'hydraulique, mais également celui des hydrocarbures. Nous sommes engagés envers la qualité par 2 systèmes de management. Donc, le système management ISO 9001 version 2015 depuis 2012 et le management API pour les applications oil and gas. Donc le matériau PRV, c'est-à-dire polyester renforcé de fibre de verre, est caractérisé principalement par ses propriétés inhérentes aux matériaux qui sont principalement leur résistance à l'abrasion et leur résistance à la corrosion.
Je suis diplômé dans la spécialité HSE de l'Institut de formation professionnelle de Msila. J'ai passé mon stage pratique dans cette entreprise et j'ai pu être recruté. Cela fait 2 mois que je m'épanouis dans mon domaine. 5 lignes de production via des technologies de pointe tournent à plein régime pour la fabrication de 700 km par an de canalisation, tout diamètre confondu, pour le marché national, mais également pour l'exportation. Nous avons commencé l'exportation depuis 1 année vers les pays africains, notamment le Sénégal, la Mauritanie et maintenant pour la Libye. Et nous avons d'autres pays ciblés pour exporter notre produit aussi. Le marché algérien est très prometteur. La qualité des canalisations fabriquées totalement par des compétences algériennes répond parfaitement aux besoins du marché libyen pour divers projets d'investissement. Et s'agissant de l'export, un convoi transportant près de 1000 mètres linéaires de canalisation a été expédié à partir de la zone industrielle de Msila vers la Libye. Dans le cadre des échanges commerciaux entre les pays africains ou bien vers les pays voisins africains, nous avons assisté à la 2e expédition en destination de la Libye. Cette destination consiste à exporter des tuyaux pour les travaux d'assainissement de la ville de Tripoli. Au niveau de la wilaya d'Msila, qui participe avec un taux d'intégration de plus de 70%, en plus de la qualification de la main-d'œuvre locale. Toute la main-d'œuvre qui existe au niveau de cette unité, c'est une main-d'œuvre locale algérienne. Ce qui traduit la compétence de nos cadres et de nos agents, de nos différents agents d'exécution. Une opération devant atteindre les 25 000 mètres linéaires de canalisation dans les tout prochains jours. Une manière judicieuse de réduire les importations et de booster les exportations hors hydrocarbures. Un point de situation à Raza où l'incident, un nouvel échange de détenus entre la résistance et l'entité sioniste. Des efforts diplomatiques intenses ont conduit à un accord pour le prolongement de la trêve de 48 heures. Celle-ci est plus que nécessaire pour les Palestiniens qui vivent dans d'horribles conditions. Au point par Yasmine Massaouti. La trêve à Raza est prolongée de 48 heures selon le médiateur qatari Majed El-Ansari. Une annonce confirmée par le Hamas qui affirme avoir conclu un accord pour la prolongation de la trêve humanitaire temporaire de 2 jours avec les mêmes conditions que la précédente qui devait expirer demain à 7 heures. Le Hamas a également annoncé avoir travaillé à une nouvelle liste d'otages à libérer. Durant cette journée, des appels ont fusé de toutes parts en faveur de la prolongation de la trêve, à l'instar du président américain Joe Biden et du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui a souligné l'importance cruciale de cette opportunité pour fournir une aide essentielle aux populations dans le besoin et obtenir la libération d'autres otages. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a pour sa part appelé à en faire une solution durable pour progresser vers une résolution politique du conflit et briser le cycle de la violence une bonne fois pour toutes. Le Conseil de sécurité de l'ONU, sous la présidence de la Chine pour le mois de novembre, tiendra une réunion de haut niveau sur les derniers développements en Palestine. Pékin espère que la réunion de cette semaine parviendra à un accord sur un cessez-le-feu et pourra contribuer à alléger la crise humanitaire à Raza. Même si cette pause humanitaire a offert un peu de répit aux habitants de la bande de Raza, la situation humanitaire y reste dangereuse et les besoins sont sans précédent. Selon l'ONU, plus de la moitié des logements du territoire palestinien ont été endommagés ou détruits par les bombardements et 1,7 million des 2,4 millions d'habitants ont été déplacés. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.